Gabi est née. Une femme très âgée de plusieurs lunes, aux cheveux argentés comme le clair de lune, et à l'expression joyeuse, raconte cette histoire au début de notre récit. Ganteu, village au cœur de la forêt équatoriale africaine. Elle la raconte aux enfants du village, sous le feu, près d'un arbre de sa maison. Tous les soirs, à l'aide de grands gestes et de mimiques mémorables. Parmi eux, Mbarga et Edima. Il se raconte que dans la grande forêt équatoriale, une créature défiant l'entendement se balade la nuit tombée dans les bosquets entre les villages des peuples de la forêt, à la recherche des voyageurs perdus qui la plupart du temps ne survivent pas à cette rencontre. Il existe cependant un moyen de le soumettre et de lui échapper. Il suffit d'avoir une aiguille sur soi et la planter au sol. Ne pouvant plus s'enfuir, il est contraint d'exaucer un vœu pour son maître, n'importe lequel, avant de disparaître dans un écran de fumée. Telle est l'histoire d'une meule, ou encore le Kinaru, raconté de génération en génération dans les peuples de la forêt. Waouh! Quelle créature, ce nommé! Un jour, j'irai à sa rencontre quand je serai plus grand et plus fort. Et je serai le plus grand chasseur du village. Moi? Il me fait peur. Je veux rentrer chez maman. Je veux rentrer chez maman. Tu es d'abord une peureuse. Tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil avec moi, Mbarga. Tu es méchant. Peureuse. Ouh, peureuse. Tu es toujours peureuse. Deux enfants fascinés mais en même temps terrorisés par ces histoires qui ne ratent jamais les contes sous le feu. Edima, jeune fille de 8 ans, a le même âge que Mbarga. Cheveux crépus et abondants, une peau noire ébène, mais des yeux verts forêt. Elle est très calme et timide et extrêmement peureuse. Elle finit toujours en larmes quand on parle des monstres. Ce qui n'est pas le cas de Mbarga. Jeune loup espiègle et courageux, en quête d'aventure, qui ne rêve que d'une chose, avoir ses 18 ans et devenir le plus grand chasseur du village, afin de profiter de cet avantage pour parcourir la forêt et rencontrer tous ces monstres des contes, car il est persuadé qu'ils existent. Mbarga est l'un des fils du chef du village. Il n'est pas très grand, désinvolte et légèrement insolent, avec une grande touffe de cheveux ébouriffés et sa peau à la couleur de la terre. Il aime se balader torse nu comme les grands chasseurs et les guerriers du village. Il est arrogant et extrêmement têtu, ce qui fait de lui l'un des enfants les plus connus du village, de par son excentricité.
Il ne connaît pas l'existence de tous ses enfants. Et naturellement, il n'a aucun lien réel avec Mbaga, qui vit chez sa mère. Il n'est d'ailleurs pas intéressé par les histoires de chefferie. Son truc, c'est l'aventure. Mbaga est passionné de contes et il ne rate jamais l'occasion d'aller chez Kabayene pour écouter ses histoires. Il est tard, les enfants. Vos parents risquent de remarquer votre absence et s'inquiéter. Mbaga, jeune sot, emmène tes amis au village s'entraîner. Oui. Vibi. Non, cabane. Non, cabane. Adresse-toi à moi avec plus de respect, Mbaga. Isugolo, idiot. Ça va. Edima. Rentre au village. La maison de Kabayene est inconnue des gens du village. Elle est en dehors, à la lisière de la forêt. La plupart des villageois ne connaissent pas son existence. Ce sont les enfants, dans leurs escapades hors du village, qui la découvrent pendant leur jeu. Vu qu'elle est la seule à connaître les contes dont ils raffolent, ils s'organisent tous à l'insu de leurs parents pour y aller. Et reviennent après pour ne pas éveiller les soupçons. Mbaga et Edima, ainsi que les autres enfants, traversent un raccourci menant à la place centrale du village. Mais attends-nous. Nos parents risquent de nous gronder. Maman va bien me fouetter si elle se rend compte que je suis partie. Les histoires de Nom Kabat sont trop bien. Ça en vaut la peine, n'est-ce pas, Edima? Sois respectueux envers Kabayene. C'est vrai. Même comme j'ai peur des monstres. Et pourquoi viens-tu donc? Si tu as autant peur de... Parce que je ne veux pas te laisser aller seule. Tu vas rentrer avec qui? Mbaga se bombe fièrement le torse et regarde Edima. Aka, je suis un grand chasseur, courageux. Je ne crains personne. Tu es trop bête, Mbaga. Les enfants sont sur la place du village et s'apprêtent à se séparer. Bonne nuit, les gars. On se retrouve ici demain à la tombée de la nuit, comme d'habitude. Bonne nuit. Bonne nuit, Mbaga. Le village de Kante est sur le qui-vive. D'inquiétantes disparitions sont à noter depuis plusieurs jours, et en particulier des enfants. Inquiet de la situation, Nkonkoma, le chef du village Nkante, met les habitants en état d'alerte et organise une battue à la recherche des disparus. Mbaga, qui sait que c'est l'œuvre du Neme, le monstre légendaire, qui est de retour. Mbaga espionne la conversation entre le chef et son premier notable. Nkokoma est assis fièrement sur son trône, vêtu de ses habits d'apparat, l'obum, avec son bâton ancestral, le Ntomejoe. Il est dans la grande salle de crise du village, avec son conseiller le plus proche. Quelle est la situation? Le premier notable, en contrebas, fait face à Nkokoma, assis sur le trône dans la grande salle.
Vénérable chef, de nombreuses disparitions sont signalées depuis 3 lunes. Certains de nos chasseurs sont partis en forêt et ne sont jamais revenus. Nous avons organisé de nombreuses battues. En vain. Il semblerait qu'il y ait aussi des enfants parmi les disparus. C'est inquiétant. En effet, vénérable chef, certains enfants sortent la nuit pour jouer à l'extérieur du village, échappant à la vigilance des gardes royaux. Ils ne sont jamais revenus. Les parents sont fous d'inquiétude. Le village entier est en état de panique. De nombreux villageois qui sont rendus au champ sont portés disparus. Konkoma se lève brusquement, se dirige vers l'une des fenêtres et regarde le village, très remonté. Cette situation est inacceptable. Il va falloir trouver une solution avant que ça ne dégénère. Je vais déclarer l'état d'urgence. Personne ne doit entrer ou sortir du village jusqu'à nouvel ordre. Le temps de clarifier la situation. Bien, vénérable chef. Nkokoma retourne s'asseoir sur le trône, dépité. Je vais consulter l'oracle du village, en espérant qu'il m'éclaire sur la situation. Mbarga, espièglement, file discrètement vers la sortie arrière de la case de Nkokoma. Mbarga se questionne sur la situation, persuadé que le Neme est la cause de ces disparitions. Il est couché sur son lit, parlant à voix haute. Je suis sûr que c'est le Neme qui est revenu. Il doit sûrement rôder près du village. Je dois agir au plus vite. Même si je ne suis qu'un enfant, je sais que je peux réussir à le retrouver. Si ce que Nom Kabat dit est vrai, je n'ai qu'à le retrouver. Planter les guilles et il sera vaincu. Mon plan est génial. Il faut que je le dise à Edima. On cogne à la porte. C'est la maman de Mbarga qui vient réveiller son fils. Elle pense qu'il dort encore. Mbarga, pourquoi es-tu encore couché? Le ménage va se faire tout seul. Viens ici. Mbarga se lève en sursaut. Il se dirige vers la porte et l'ouvre. Maman, j'arrive. La messe ne veut pas me laisser tranquille. Mbarga sort de la chambre et ferme la porte. La maman de Mbarga est inquiète pour son fils, qu'elle trouve dispersé, turbulent et têtu. Elle souhaite qu'il devienne le chef du village. Elle est debout et fait face à Mbarga, assis sur un lit en rotin dans sa cuisine. Elle porte un long cabas, un foulard dans ses cheveux et tient machinalement la louche de cuisine en bois, la faisant tournoyer sur elle-même. Mbarga, sortie de la chambre précipitamment, porte un vieux boubou de manière désinvolte. Mbarga, pourquoi es-tu aussi vilain? Tu disparais toutes les nuits. Tu me rends folle d'inquiétude. Tu ne penses même pas à ta pauvre mère que je suis. Tu ne fais pas le ménage. Tu es toujours en train de jouer. Est-ce que tu sais même qu'un futur chef ne se comporte pas comme ça? Maman, je ne souhaite pas devenir chef. Je veux devenir chasseur, le plus grand et le plus illustre du village. Et Aïe, un chasseur? Un chasseur? Vaut-il un chef?
Tu es mon unique fils. Tu sais que ton père Kokuma ne nous considère pas, car il a de nombreuses femmes et de nombreux enfants. Mais je suis certaine qu'un jour, tu dirigeras ce village. Mbarga se lève, vexé. Mais maman, pourquoi devenir chef si je n'arrive pas à avoir du temps pour mes enfants? Je le déteste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tous les villageois sont les enfants du chef. Un jour, tu comprendras. Ne sois pas dur avec lui. Un jour, je te prouverai qu'être chasseur, c'est cool. Et en plus, je pourrais faire ce que je veux. Je vais chasser les monstres. Elle lui cogne la tête et lui montre la direction du balai, en raffia, au coin de la salle. Chasser les monstres. Gigina, cesse de raconter des bêtises et va faire le ménage. Un Canuck. Mbarga s'exécute, ruminant des mots dans sa bouche. Mbarga s'en va tout heureux, exposer son plan à Edima pour la convaincre de l'accompagner. Il la trouve dans la cour de sa case, en train de la balayer. Les rayons du soleil illuminent ses yeux verts et agite son pagne. Mbarga est subjugué, mais reste concentré. Edima. Psst. Edima. Oui, mais c'est quoi, Mbarga? Tu veux quoi? Viens, je te raconte mon super plan. Mbarga prend Edima par la main et la tire à l'ombre d'un arbre, pas loin de la case. Elle le suit dans une colère rentrée. Aka, tes plans que tu ne réalises jamais. Je te dis que c'est le plan le plus incroyable jamais pensé. Dis toujours, je t'écoute. Mbarga lui conte son histoire. Elle dépose son balai en raffia, croise ses bras, le fixe du regard et l'écoute d'une oreille attentive et curieuse. Hier, je suis parti espionner chez l'Onkonkoma. Il disait que des gens disparaissent à l'extérieur du village. Je suis certain que c'est le Neme. Oui, le Neme, je suis sûr que c'est lui qui a enlevé Bitomon, Atango et tous les autres. Et comment comptes-tu t'y prendre? C'est même l'Onkonkoma est en panique. Est-ce que les adultes ne peuvent rien faire? Mbarga prend une pause. Il hésite. Soudain, une idée brillante lui traverse l'esprit. On n'a qu'à demander à Kabeyune. Et c'est tout. C'est vrai que les adultes ne connaissent pas Kabayunu. Même si je l'ai toujours trouvé louche, elle doit sûrement savoir ce qui se passe. Le problème, c'est que personne ne peut entrer ou sortir du village. Donc, on ne peut amener d'autres personnes avec nous. On est obligé de partir à deux seulement. On va prendre le raccourci secret que tu connais. Edima décroise les bras et les pose sur ses hanches, le regard sérieux. Et nos parents, on va leur dire quoi? Ma mère veut seulement que je fasse les tâches ménagères. Donc je vais tout faire avant de partir pour qu'elle ne se fâche pas. Une fois que le soleil est couché, recouvre-moi à l'entrée du raccourci. Prends une lampe, tempête, et quelques habits. Ok, Mbarga, ton plan là est trop bizarre. Mbarga la regarde d'un air moqueur, la main sur le menton, et il la taquine. Tu es une peureuse. Je savais bien que tu allais te dégonfler. Peureuse. Edima s'énerve, ses magnifiques yeux verts s'inondent doucement de larmes. Elle est furieuse. Je suis pas une peureuse. Tu es gros, méchant et insouciant. Prouve-le donc. Recouvre-moi au lui dit ce soir. Assure-toi que personne ne te remarque. Je t'attendrai
Mais si tu te dégonfles, je pars seul. Mbarga se retourne et fait mine de partir, en freinant le pas pour voir l'effet de ses paroles. Edima lui répond, courroucée. Donc tu crois que je vais te laisser seule, sans surveillance? Tu vas voir que je ne suis pas une dégonflée. À tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure. Mbarga s'en va, heureux. Edima reprend son balai et continue sa tâche nerveusement. Edima retrouve Mbarga à l'entrée du chemin secret, à la lisière de la forêt, bordant le village. Elle a un cabas multicolore, une petite sacoche avec un peu de nourriture dans ses affaires, un beau ruban dans ses cheveux. Mbarga, lui, porte une tenue de chasseur qu'il a confectionnée lui-même. Très excité par le départ à l'aventure, il se précipite vers Edima et lui prend doucement les mains. Tu es venu. Bravo. Je te dis comment aussi. J'aime l'aventure. Personne ne t'a vu. Non, je me suis arrangée. Tu sais que si on part, on ne pourra plus revenir en arrière. Non? Oui, je me suis pris de la nourriture. Mais une fois qu'on a fini, on rentre, d'accord? Mbarga mime d'avoir un physique imposant et gonfle ses biceps inexistants. Un air sûr de lui. T'inquiète, le grand chasseur légendaire, Mbarga, veillera sur toi. Edima sourit. Elle est rassurée comme d'habitude après chaque phrase de Mbarga. La lampe tempête dans sa main ne tremble plus. Tu es trop bête, Mbarga. Il s'engage sur le sentier. Les deux enfants arrivent chez Kabeyene en quête d'informations. Mbarga est devant, avec une lampe à la main, suivi par Edima. Un feu crépite sur l'immense frondaison de l'arbre à conte. Kabeyene est assise devant. Namkabat! Namkabat! Que faites-vous ici à cette heure tardive, les enfants?
Vos parents vont s'inquiéter. C'est bon, non Kabat. On s'est occupé de tout avant de venir. Kabeini lui assène une taloche sur la tête. Une grosse pousse se dessine sur sa tête. Il se tord de douleur. Isugulu, je t'ai déjà dit de me respecter. C'est vrai ce qu'il dit, Edima? Oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. Comment vaut cette visite en pleine nuit? Vous voulez que je vous raconte une nouvelle histoire? Mbarga se redresse et prend soudain un air sérieux. Non, nous allons affronter le Num. Kabeini se redresse, regarde Mbarga, sourit et se remet à ventiler le brasier. Le Num, dis-tu? Ce n'est qu'un personnage légendaire de nos contes. Il a disparu depuis longtemps. Personne ne sait s'il existe vraiment. Mais non, je suis sûr qu'il est de retour. Il s'en prend aux villageois depuis un moment. De nombreuses personnes disparaissent. Nos camarades de jeu aussi. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Kabeini se tourne vers Edima qui semble apeuré. Je vois. Edima, tu ne dis rien? J'ai peur. Mais je crois en Mbarga. Je suis sûre qu'il a raison. Il a entendu l'Onkukuma en parler. En plus, je ne peux pas le laisser partir seul. Têtu comme il est, il faut bien quelqu'un pour veiller sur lui. Je n'ai pas besoin d'aide. Je suis un grand chasseur en devenir. Mais comme tu as décidé de venir, je dois te protéger. Calmez-vous, les enfants. Je vais vous aider. Je vais même vous dire comment trouver le Num et le vaincre. C'est vrai? Merci, Kabeini. C'est ma Kabeini, Isugulu. Ce ne sera pas aussi facile. Il se trouve que le Num, je le connais très bien. Asseyez-vous près du feu. Mbarga et Edima s'exécutent. L'air chaud qui monte du brasier fait bouger les feuilles de l'arbre et des lucioles apparaissent. La chaleur fait du bien aux enfants. Mbarga ne tient plus en place. Donc, il existe vraiment? Oui, il est bien réel. Et comme Mbarga l'a dit, c'est sûrement lui qui est la cause des disparitions autour du village. Il est moins bête qu'il en a l'air, finalement. Non, Kabat! Tu veux rentrer chez moi? Rentrer chez moi? Je le savais. Tu as peur, Edima. Tu vas alors me laisser partir seul, l'affronter? Non, mais c'est un monstre et nous sommes des enfants. Pas de panique. Il existe un moyen de le vaincre pour de bon. C'est pour ça que nous sommes là. On veut tout savoir sur lui avant d'y aller. On veut sauver les villageois. Oui, dis-nous tout. Soit. Écoutez attentivement. Je vais vous dire tout ce que je sais. Kabeini et les enfants sont assis autour du brasier. Sa flamme rougeoyante s'agrandit. Les feuilles de l'arbre à compte au-dessus d'eux bougent dans un rythme dicté par la direction du vent. Les lucioles autour d'eux semblent assister au spectacle. Kabeini raconte aux enfants l'histoire de sa rencontre avec le Num.
et les met en garde en leur donnant des consignes pour le vaincre. Le me vit dans la forêt embrumée. Personne ne sait où elle se trouve. Mais il existe une pierre qui s'illumine quand on s'approche d'elle. Je l'ai en ma possession. La voici. Gabéine détache son collier. Une pierre se trouve au centre. Elle semble ordinaire, bien polie, avec un étrange motif sur sa face. Elle la remet à Mbarga et se rassoit. Mbarga observe attentivement la pierre. Et Dima se rapproche aussi pour la scruter du regard. Comme une clé. Oui. Prenez le sentier derrière ma case et marchez sans revenir sur vos pas. Lorsque vous y serez, elle s'illuminera. Gabéine pointe son doigt dans la direction de sa case, faisant esquisse de passer par l'arrière. Et comment sommes-nous censés le vaincre? Souviens-toi du conte des épingles. Lorsque vous le croiserez, plantez cette épingle au sol et il se soumettra. À ce moment, vous aurez droit à un vœu, n'importe lequel. Mais il ne se laissera pas faire. Soyez prudent. Elle sort un paquet d'épingles de sa poche et le remet à Mbarga. Mbarga se lève et exécute des gestes étranges, mimant un singe bifurquant entre les sentiers. De toutes les façons, je suis agile et brave. Il ne pourra pas facilement nous avoir. Comment se fait-il que tu saches tant sur le Numu? Gabéine se lève et fait face au feu. Sa lumière mêlée à celle de la lune laisse transparaître son visage triste et fermé. Expression inconnue alors des deux enfants qui la connaissent d'habitude souriante. Ses cheveux argentés s'élèvent vers le ciel par la force du courant d'air chaud. Elle fait de grands gestes avec ses bras pour décrire son histoire. Il y a très longtemps, le Numu avait fait son apparition et avait dévasté le village de Gandhi. Je suis allé l'affronter en personne, seul, comme vous, armé de courage. J'étais prête à tout pour sauver mon village. J'ai malheureusement été vaincu. Et à cause de cela, il m'a lancé une malédiction. C'est pourquoi je suis condamné à rester ici, seul, à l'écart du village, sans descendance. C'est ce qui vous arrivera si vous échouez. Ah bon? Je croyais que son seul pouvoir était d'exaucer les souhaits. Le Numu a le pouvoir de réaliser les rêves. Mais il peut aussi maudire celui qui échoue à le vaincre. C'est pourquoi je ne puis vous accompagner. Je peux seulement vous dire comment le battre. Je suis condamné à rester ici jusqu'à ce qu'il disparaisse. Vous êtes donc mon seul espoir de retrouver la paix. Ne t'inquiète pas, Makabéine. Nous te libérerons et nous sauverons le village. Tu es brave, Mbarga. Merci. C'est sûrement le destin qui t'a conduit ici avec ta jeune amie. Dépêchez-vous. Il n'y a plus de temps à perdre. Les
Les enfants se lèvent et tombent dans les bras de Kabini pour une accolade chaleureuse. Mbarga est reconnaissant de son aide. Merci, Nomkabat. Merci pour tout. Bissoulou, revenez sains et saufs, les enfants. Je compte sur vous. Edima se retient de pleurer et peine à s'éloigner. Elle est émue. Merci, merci. Prends soin de Mbarga. Idiot comme il est, il aura besoin de toi dans sa quête. Tu comptes bien. Les deux enfants passent par l'arrière de la case et empruntent le chemin obscur indiqué par Makabéyene. Le cœur rassuré et plein d'espoir. La forêt noire est une forêt luxuriante, avec des arbres majestueux mais silencieux, qui ne laissent pas assez transparaître la lumière de la demi-lune qui veille sur elle. Des cris d'animaux, des bruits de toutes sortes composent une symphonie lugubre qui se mêle à un silence glacial. Les fleurs sont au repos. Une légère brume tapisse le sol. Par moments, on n'en voit pratiquement pas le bout. Mbarga et Edima marchent dans la forêt noire depuis des heures. Edima est terrifié. Ils sont perdus. Mbarga porte la pierre de Kabéyene à son cou et tient énergiquement la lampe tempête devant lui. Edima les suit de très près. Il peut pratiquement sentir son souffle sur son dos. On est perdu. Non. Kabéyene nous a demandé d'avancer sans revenir sur nos pas. Lorsque la pierre se mettra à briller, on sera arrivé. Je veux rentrer. Il y a plein de bruit étrange. Et la lampe tempête veut déjà s'éteindre. Arrête de pleurer. Tu es toujours comme ça. Tu as déjà 10 ans, hein? Tu n'es plus un bébé. Ne m'appelle plus bébé. C'est toi qui es toujours là dans tes mauvais coups. Je suis là pour te sauver. Et tu vas me suivre. Comment si tu passes ton temps à pleurer? Un craquement de branches, soudain, mais peu perceptible, capte l'attention de Mbarga. Tu as entendu? Entendu quoi? Edima, qu'est-ce qu'il y a? Un serpent. Edima, non, non. Alerté par le cri d'Edima, Mbarga se retourne et voit Edima qui fait face à un serpent. Sa couleur verte et ses yeux rouges chatoyants tétanisent la jeune fille qui peine à bouger face au reptile. Il se saisit instantanément d'une branche qui traînait près de lui. Mais au moment de frapper, il sent une brise fraîche. Un immense oiseau le dépasse et saisit de ses serres puissantes le cou du serpent. Il le décapite à la vitesse d'éclair, le tout en plein vol. Il se pose alors face à Edima qui cherche à reprendre son souffle après ce moment terrifiant. Ne crains rien, petit homme. Je l'ai eu. Tu n'as rien? Ouh, ouh.
Un hibou qui parle. Un hibou qui parle. Le mystérieux oiseau est un hibou majestueux. Il n'a pas une taille commune. Elle est proche de celle d'un enfant. Son plumage noir, parsemé de plumes couleur terre, est un camouflage excellent pour la nuit noire qui le rend presque invisible. Mais ses yeux, aussi jaunes et brillants que le soleil, sont eux bien visibles. La lumière de la lune laisse transparaître son visage taciturne et il dégage un charisme presque glaçant. Mbarga se place devant Edima. Aria! Qui es-tu? Je suis Akung, gardien de la forêt noire. Vous êtes loin du territoire des humains. Que faites-vous seul ici? Tu n'es pas un ennemi? Non! Sinon, pourquoi aurais-je secouru ton ami? Ok. Merci d'avoir sauvé Edima. Même si j'allais le faire, nous nous rendons à la forêt embrumée. La forêt embrumée est la demeure des esprits. Vous vous y rendez tout seul? La forêt noire est immense. Vous n'y arriverez jamais comme ça. Puis-je vous proposer mon aide? Wouhou! Si tu peux nous y amener, pas de problème. Edima se redresse et poussette son cabas de ses mains furieusement. Elle regarde Akung d'un air méfiant. Pourquoi devons-nous te faire confiance d'abord? Si ça se trouve, tu veux nous amener pour nous manger. Les hiboux ne mangent pas les humains. Nous ne sommes pas des monstres. Wouhou! Nous voyons dans la nuit. C'est pourquoi nous surveillons la forêt depuis les temps immémoriaux. Wouhou! Si vous voulez trouver votre chemin, vous n'avez d'autre choix que de me faire confiance. Edima fait la moue. Mbarga se rapproche d'elle et lui pose la main sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, Edima. S'il était méchant, il ne t'aurait pas sauvé la vie. On va le suivre. Certainement. Wouhou! Mais dis-moi, petit homme, quelle est cette pierre que tu as autour du cou? C'est une clé qui nous mènera à la forêt et avec laquelle nous pourrons entrer. Cette pierre avait disparu et appartenait aux légendes. C'est une bonne chose que tu l'aies. Sans elle, nous n'aurions jamais pu entrer. C'est une chance que tu l'aies. Wouhou! Suivez-moi, tu regardes. Je vais passer devant. Wouhou! Mbarga brandit énergiquement son bâton. Il serre Edima contre lui en lui tenant l'avant-bras. Elle sourit. Ok, Edima, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Merci. Je me charge d'éclairer les chemins. Edima et Mbarga s'avancent en suivant Akung, le grand hibou. La forêt noire, qui ne laisse rien entrevoir depuis des heures, semble s'illuminer au fur et à mesure qu'ils avancent. L'air se réchauffe, la douce brise glaciale disparaît. Une bonne odeur de terre mouillée rafraîchit leurs jeunes narines. Les fleurs sur le chemin commencent à briller sur leur passage. Des lucioles apparaissent et les suivent sur le chemin. C'est magique. Wow! Regarde, Marga. Les fleurs s'illuminent. On voit dans le noir. Je te l'avais dit. Tout est réel. Tu me crois maintenant? Je t'ai toujours cru. Je te l'ai déjà dit. Où sommes-nous? C'est la forêt des esprits. Nous sommes à la rivière de la forêt noire.
Voilà l'entrée de la forêt embrumée. Le grand arbre là-bas. Nous sommes arrivés. Regarde la pierre. Wouhou! Wow! Elle brille d'une magnifique couleur verte. Avançons jusqu'à l'arbre. C'est lui, le gardien de la porte du monde des esprits. Il dort depuis de nombreuses lunes. Wouhou! On l'a fait. On est arrivé. On va sauver nos amis et le village. Oui, c'est merveilleux. Et Capine aussi. Elle sera fière de nous. Mbarga, Edima et Akong font face à Bebinga, l'arbre ancestral qui se réveille. Il est majestueux et gigantesque. Il s'illumine d'un coup. Sa voix imposante fait presque trembler les alentours. Qui ose perturber mon sommeil paisible? Oh, grand arbre sacré. Je suis Mbarga, fils d'un concombre. Je suis venu pour entrer dans cette forêt pour rencontrer le Nemu. Laisse-nous passer. Où as-tu appris à parler aussi bien? C'est mon père qui parle toujours comme ça devant les adultes. Je fais seulement comme lui. Toi, petit homme, tu veux rencontrer le souverain de cette forêt, auquel humain ne s'est jamais rendu. Si, Mbarga, montre-lui la pierre. Cette pierre m'a été confiée par une personne qui a dit rencontrer ton souverain. Elle m'a dit de la présenter au gardien de la forêt. Une fois arrivé. Oh, gardien de la pierre, pardonnez ma méprise. Je ne vous ai pas reconnu. Mes hommages. Je ne suis pas le héros ancestral dont vous parlez. Je ne le connais pas. Je suis juste venu chercher mes amis. Peux-tu nous laisser traverser maintenant? Oui, gardien. Pardon, jeune humain. Dépose la pierre dans le creux qui se trouve dans mon centre. Génial! Wow! Une porte gigantesque de lumière s'ouvre devant nous. Akong pointe la direction d'une porte lumineuse étrange qui laisse entrevoir la forêt embrumée. C'est la porte des esprits. Dépêchons-nous de la franchir. Tu peux entrer, mais laisse la pierre. Elle gardera la porte ouverte pour que vous puissiez revenir. Edima hésite, mais Mbarga saisit sa main de manière rassurante et s'avance vers la porte de lumière. Partez devant les enfants. Je vous rejoins. Je m'assure que nous n'avons pas été suivis. Oui, attends-nous. Bonne chance à vous, héros. Vous en aurez bien besoin. Prenez ces fruits sacrés et mangez-les. Grâce à eux, vous verrez dans les ténèbres les plus obscures. Merci, grand arbre. Nous nous reverrons bientôt. Dans le clair obscur de la forêt illuminée, Edima et Mbarga s'en vont vers l'inconnu, dans l'espoir de retrouver leurs amis. Au cœur de la forêt embrumée, immense étendue d'arbres, aussi sordides les uns que les autres, Mbarga et Edima, ainsi qu'Akong qui les a rejoints,
marche depuis des heures. Le petit groupe est perdu. Edima, terrorisé et épuisé, résiste à la fatigue pour impressionner Mbarga. Une brume épaisse et opaque les empêche de voir clairement le chemin et ne permet pas à Akung de voler en éclaireur. L'air est pesant et glacial. Mbarga éprouve de la peur, mais son courage l'empêche de fléchir. Les bruits des animaux sont de plus en plus lugubres et le sentiment d'être observé s'intensifie. Ça fait des heures qu'on marche. Je suis fatigué. Akung, c'est encore loin. Je ne sais pas. Tu vois que je ne peux pas voler à cause de la brume. On doit être perdu. Wouhou! Depuis tout à l'heure, il y a un arbre qui me regarde et me fixe. J'ai peur. Mbarga, agacé, se retourne vers Edima nerveusement. Dis n'importe quoi, Edima. Tu es trop heureuse. Edima, les yeux inondés de larmes, pointe l'arbre suspect du doigt. Mais si, regarde. Je te jure, regarde pas toi-même. Mbarga regarde l'arbre d'un air pas franchement convaincu. Il ne te fixe pas. On dirait qu'il regarde dans une direction. Ça y est, j'ai compris. Compris quoi? Comment retrouver notre chemin? Il faut qu'on suive la direction du regard de ces arbres. C'est évident. Au point où nous en sommes, je ne peux que te suivre. Akung s'arrête et observe à son tour l'arbre qui n'a pas vraiment une mine réjouie, avec un visage effrayant. Ancré dans son écorce ridée, il semble effectivement regarder quelque chose. Ok, on y va. Mais je passe devant. Suivez-moi sans me perdre de vue. On ne doit être séparés sous aucun prétexte. Akung et les enfants, après avoir suivi la direction indiquée par de nombreux arbres, se retrouvent dans une clairière qui est le centre de la forêt embrumée. Ici, la brume est moins présente. On peut même apercevoir quelques rayons du soleil qui s'invitent dans le paysage. Ils font face à un immense arbre majestueux, beaucoup plus imposant que Bibinga. Celui-ci n'a pas de visage. Il ressemble à un arbre ordinaire avec de grandes racines. L'air se réchauffe. Un sentiment de sécurité et d'accomplissement les envahit. L'odeur du bois de cet arbre a quelque chose de reposant. Voilà le dernier arbre. J'en suis certain. Il est gigantesque et il n'a pas de visage. Ça veut dire que nous sommes arrivés. Pas encore. Ça ne ressemble pas à la tanière d'un monstre. Je propose de faire une halte. On marche depuis des lunes. Vous devez être fatigué. Pendant ce temps, je vais aller nous chercher de la nourriture et surveiller les alentours. Restez ici. Tu nous laisses seuls dans la forêt? J'ai peur. Ne vous inquiétez pas, je veille sur vous. En plus, tu n'es pas seul. Le héros ancestral, Mbarga, est là pour te protéger. Mbarga se redresse et se bombe le torse, l'air fier, comme à son habitude, trahi par ses jambes tremblotantes. Mais bien sûr, Edima. De quoi as-tu peur? Je suis là. Tu peux dormir tranquille. Je suis sur le qui-vive. Au commencement
monstre terrifiant ne t'approchera. Bien, reposez-vous. Wouhou! Soudain, un grand bruit se fait entendre. Des pas gigantesques approchent. Barga se réveille en sursaut, essaye de réveiller Dima et se rend compte qu'Akong n'est plus là. Edima! Edima! Réveille-toi! Y a quoi? Pourquoi me réveilles-tu aussi brutalement? Où est Akong? Il n'est pas revenu. Je viens d'entendre un grand bruit. Avant même qu'il n'essaye de prendre la fuite, il fait face à une créature gigantesque, tellement grande qu'on ne voit pas le haut de son corps. Juste un immense intestin qui va vers le ciel et qui semble relier son tronc et ses jambes. Le Nemeu! C'est le Nemeu! Son souffle balaie la brume sur place. Les oiseaux fuient et sa voix est tellement puissante qu'elle paralyse les deux enfants qui ne peuvent qu'observer la scène. Oh! Edima! Dans la direction de la forêt, il va nous rattraper! Maman! Je veux ma maman! C'est la fin! Je n'arrive plus à bouger! Mes jambes n'obéissent plus! Moi aussi, mes jambes n'obéissent plus! Soudain, Akong surgit et se pose sur une branche de l'arbre majestueux. Il a changé de regard. Ses yeux jaunes comme le soleil sont remplis de véhémence et en même temps de satisfaction. Il fait signe de révérence au Nemeu. Le Nemeu se tait. Oh maître! La chasse a été fructueuse. Je vous ai ramené 2 enfants perdus de la forêt. Comme à chacune de mes patrouilles. Ce sont des proies du choix. Je vous prie d'en faire votre festin. Wouhou! Apu! Tu nous as trahis! Depuis le début, tu nous as menés un pirogue! J'aurais dû suivre mon intuition! Ah, dès le début, j'aurais dû! Le bruit d'une branche qui craque, assez imperceptible, se fait entendre. Barga, qui a l'ouïe fine, le perçoit, mais envahi par la peur, n'y prête pas attention. Sale crête! Tu vas me le payer! Le payer? Laisse-moi rire! Tu n'es même pas capable de tenir sur tes 2 jambes en ce moment! Que penses-tu faire devant la toute-puissance de mon maître vénéré? Barga, incapable de bouger, et aussi incapable de retenir ses larmes. Son cœur se serre, sa respiration s'accélère. Il ressent pour la première fois, depuis le début de l'aventure, de la peur. Lui, qui est d'habitude si joyeux, si courageux. L'amertume qui se mélange à sa haine envers Akong lui donne la force de pousser un cri de désespoir. Akong! Je te faisais confiance! Akong ne semble pas sensible à la frustration du garçon et le dévisage de plus belle. La naïveté t'a donc conduit ici!
On ne t'avait pas dit qu'il ne faut pas faire confiance au premier venu. Jamais. Toi et tous les autres humains qui traversaient impunément la forêt sacrée finiraient tous au même endroit, dans le garde-manger de vos maîtres. Mon devoir est de vous capturer et de vous livrer. C'est aussi simple que ça. Alors, acceptez votre sort. Une main surgit du ciel et saisit Edima qui hurle de terreur. Voyant son ami se faire emporter, se met à courir vers elle. Son pouls s'accélère, ses larmes ne cessent de couler. Edima, laissez-la! Laissez-la tranquille! Il met la main à la poche et retire le paquet d'épingles que Kabeyene lui a donné. Que comptes-tu faire avec ces épingles ridicules? Jamais, jamais je te laisserai faire. Je ne te laisserai pas faire. Barga se souvient des contes de Kabeyene, sort une épingle et se jette au sol pour la planter. Akum, d'une vitesse fulgurante, fait soudain face à Barga et lance un puissant coup d'aile qui projette Barga vers l'arrière. Il lâche l'épingle et tous les paquets qui se perdent dans la brume avant de s'écrouler. Ah! Je les ai perdus! Que vais-je faire? Un deuxième bruit de branches cassées se fait entendre de manière plus audible. Couvert de sueur et de boue, blessé, il rampe sur le sol, mais rassemble ses dernières forces pour se relever et courir en direction du bruit. Malheureusement pour lui, son pied gauche heurte une pierre dans sa course et il trébuche violemment vers l'avant en se cognant la tête au sol. C'est la fin, Barga. Tu n'échapperas pas à ton destin. Barga abandonne toute résistance au moment de perdre connaissance. Il semble apercevoir face à lui une silhouette avec la pierre de Kabeyene dans la main. Elle brille de 1000 feux, mais n'ayant plus de force, il se laisse emporter par le sommeil.